Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Alexandra David-Néel est la première exploratrice occidentale à être entrée dans la cité interdite de Lhasa au Tibet. C'était au début du XXe siècle. Cette femme érudite et exigeante a arpenté l'Asie pendant plus de 25 ans. Grâce à ses livres, elle nous a permis de mieux comprendre les cultures de l'Extrême-Orient. Elle s'est aussi faite le chantre du bouddhisme en Europe. C'est son histoire qui croise celle de la colonisation en Asie que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Alexandra David-Néel, la première exploratrice du Tibet. Épisode 1. Fuir pour se trouver. Nous sommes à Digne-les-Bains en 1969, dans la villa d'Alexandra David-Néel. L'exploratrice a 100 ans. Elle est vieille comme un siècle. Mais ses yeux sont restés vifs. Elle dévisage sa dame de compagnie, Marie-Madeleine Perronnet, qu'elle surnomme Tortue. Avec un brin de perfidie dans la voix, elle lui demande comment elle parlera d'elle après sa mort. Tortue répond sans embâche qu'elle dira la vérité. La vieille érudite réplique du tac au tac que, de toute façon, elle est bien trop bête pour pouvoir mentir. Et elle repose sa question. Qu'est-ce que Tortue dira d'elle après sa mort ? Sans se démonter, l'employé de maison définit sa patronne comme un océan d'égoïsme et un Himalaya de despotisme. Oui, vous avez bien entendu, ce sont ses propres termes. Mais à ces mots, le visage d'Alexandra David-Néel s'éclaire. Elle considère maintenant qu'elle peut mourir en paix. Alexandra est née en 1868. Elle est baptisée Louise David. C'est un enfant tardif. Sa mère, à 36 ans, ne pensait plus pouvoir enfanter. Et surtout, cet enfant, c'est une déception. Madame David voulait un garçon. Elle n'aimera jamais sa fille. Pire, elle la haïra au point de la maltraiter. Son père, Louis David, est aussi un homme âgé pour son époque. Il a déjà 53 ans. Il aime sa fille, mais la paternité n'est pas une priorité. Cet austère protestant préfère l'étude et la politique, des passions qu'il partage tout de même avec Alexandra à l'occasion. Alexandra passe ses premières années à Saint-Mandé près de Paris avant un déménagement à Bruxelles dans les années 1870. La fillette est scolarisée dans un pensionnat protestant puis dans un couvent catholique. Ce passage d'une religion à l'autre l'intrigue. Elle commence à se passionner pour la théologie et se pose des questions qui n'intéressent d'ordinaire pas les enfants de son âge. Elle se demande notamment ce qu'est la Sainte Trinité, concept complexe où se mêlent 3 entités qui n'en forment qu'une. C'est un vrai mystère métaphysique et mathématique. À 12 ans, elle se définit déjà comme déiste. Pour elle, il y a un Dieu, mais elle a du mal à se retrouver dans une religion. Alors, en plus de la Bible, elle lit la Torah, le Coran, le Talmud et les évangiles. Son problème, c'est qu'elle veut avoir la foi, mais elle se pose trop de questions théologiques. Et puis, elle a le sentiment d'être trop égoïste pour être une bonne croyante. C'est quoi une égoïste en cette fin de 19e siècle ? C'est une femme qui veut réfléchir par elle-même, choisir sa vie et échapper aux conventions qui pèsent lourd sur les épaules des femmes. Alexandra David-Néel sent déjà que le mariage, les enfants et se sacrifier pour les siens, c'est pas fait pour elle. Dépendre d'un homme, cette simple idée la rend folle. Elle est encore adolescente. Elle ne sait pas quoi faire de toutes ses pensées. La seule chose qu'elle trouve pour apaiser son esprit qui ne s'arrête jamais, c'est la fuite en avant. Ou plus exactement, la fuite tout court. Ses premières évasions se font à pied puis à vélo. Elle part seule visiter la côte belge puis l'Angleterre. Elle commence à fréquenter des intellectuels, elle s'intéresse au socialisme, à l'anarchisme, à la franc-maçonnerie, au féminisme et surtout à l'orientalisme.
La colonisation récente de l'Extrême-Orient est propice à la découverte de nouvelles civilisations et de doctrines religieuses très différentes des 3 monothéismes. Enfin, pour l'heure, Alexandra David doit surtout gagner sa vie. À 20 ans, en 1888, elle commence une carrière de chanteuse d'opéra. Oui, de chanteuse d'opéra. C'était inattendu. On raconte que c'est le compositeur Jules Massenet qui aurait repéré sa belle voix de soprane. Elle voyage pour la première fois en Asie en tant que cantatrice. Elle découvre l'Inde et le Vietnam. À l'époque, on parle du tonkin et de la cochinchine. Son caractère de rebelle s'affermit. Elle commence à écrire elle-même des opéras, des romans et des essais qui ont pour thème central la quête de la liberté. Quand je regarde les photos d'Alexandra à cette époque, je suis toujours un peu amusée et étonnée. On la voit dans ses tenues de scène avec des belles robes en soie, plein de bijoux, des kilomètres de perles. Elle a des grandes tresses qui lui encadrent le visage. Elle a presque encore une tête de bébé avec plein de rondeurs. Mais il y a son regard qui tranche avec tout ça. Un regard très ouvert qui se remplit de tout ce qu'il y a autour d'elle. Comme si elle était là et déjà ailleurs. Plus tard, après des années à plisser les yeux dans le froid himalayen, son regard deviendra plus étroit et pénétrant comme des lames. C'est fascinant de la voir changer sur les photos. Mais pour le moment, les tournées s'enchaînent pour la cantatrice. À l'aube du XXe siècle, elle rencontre Philippe Nel à Tunis. Il est ingénieur, il développe des infrastructures dans les colonies françaises. C'est un homme profondément gentil qui respecte les aspirations d'Alexandra. Alors elle cède au confort bourgeois. Elle se marie en 1904. Elle a déjà 36 ans. Mais très vite, elle regrette cette union. Alors pour s'évader, elle se met à compulser des livres sur l'Orient. Elle rêve de fuir. Encore. Philippe aime sa femme. Alors en 1911, il l'autorise à partir seule en Inde. Je vous rappelle qu'à cette époque, les femmes ne voyagent pas sans compagnie et elles ne font pas non plus d'exploration. La laisser partir est un authentique acte d'amour de la part d'un mari résolument moderne. Quand elle débarque en Inde, Alexandra a 43 ans. À son âge, les Parisiennes de la bonne société deviennent grand-mères. Elle débute à peine la partie la plus extraordinaire de son existence. Un voyage à travers l'Asie qui va durer 14 ans. Elle commence par traverser l'Inde pour gagner le Sikkim. Il s'agit d'un tout petit pays perché dans l'Himalaya. Depuis la fin du XIXe siècle, c'est un protectorat anglais. Les colons britanniques protègent notamment sa frontière avec le Tibet voisin. Ce pays est au cœur de bien des tourmentes, j'y reviendrai. Mais pour le moment, Alexandra pose ses malles et ses valises au Sikkim. Là, elle se lie d'amitié avec le prince héritier, Sidkeong Tulku Namgyal. Il a une petite trentaine d'années. Il a étudié à Oxford et il fréquente l'élite coloniale anglaise. Pour son peuple, il est un chef politique et religieux. En tant que chef spirituel bouddhiste, il aspire à renforcer l'unité religieuse de son royaume. Sidkeong et Alexandra deviennent très vite amis. Le prince lui offre même une statuette de Bouddha gardée pieusement dans un monastère. C'est plus qu'un objet d'art. C'est une sorte de morceau du Bouddha lui-même. Très émue, Alexandra fait la promesse de la renvoyer dans son monastère après sa mort. L'exploratrice et Sidkeong s'apprécient tellement qu'ils sont convaincus de s'être rencontrés dans une vie antérieure et qu'ils devaient se retrouver là, encore, pour poursuivre leur histoire ou leurs objectifs. Alexandra David Nel étudie avec passion la culture bouddhique. Elle apprend à maîtriser les langues locales et commence à bien connaître les subtilités de cette philosophie. Pour Sidkeong, cette Française va devenir la meilleure ambassadrice du bouddhisme en Occident, et il a raison de le penser. Grâce à Sidkeong, Alexandra fréquente les monastères. Elle rencontre même le 13e Dalai Lama.
C'est un immense privilège. Elle est la première Européenne à accéder à cet illustre personnage. Enfin, à l'une de ses réincarnations. Alors, loin de moi l'idée de vous expliquer en détail ce qu'est le bouddhisme. Disons, pour faire simple, que le Dalai Lama, dont on pourrait traduire imparfaitement le nom par océan de sagesse, est issu d'une lignée de réincarnation de prêtres bouddhistes. Il a une autorité spirituelle et politique sur le Tibet. Chaque Dalai Lama, avant de mourir, laisse des indications pour qu'on retrouve l'enfant dans lequel il se réincarnera. Et ces enfants deviendront, à leur tour, les nouveaux Dalai Lama. On considère par exemple à l'époque que le 13e Dalai Lama est la réincarnation du précédent parce qu'il a été conçu lors d'un tremblement de terre. Toutes les maisons du village se sont alors écroulées, sauf celle de ses parents. Quand Alexandra le rencontre, le 13e Dalai Lama vient de proclamer l'indépendance du pays. Il veut moderniser son territoire et le faire entrer dans le XXe siècle en le dotant d'infrastructures et d'une monnaie. Mais le problème, c'est que la Chine considère que le Tibet, c'est un peu chez elle. Depuis le XVIIIe siècle, les Chinois voient le Tibet comme un pays vassal. Et depuis la fin du XIXe siècle, les Anglais qui ont colonisé la majeure partie de l'Inde considèrent qu'ils devraient avoir le Tibet sous leur tutelle pour maîtriser les richesses locales et les routes commerciales. Cette année-là, en 1912, le 13e Dalai Lama essaye de reprendre les rênes de son royaume, mais les Anglais bloquent toutes les frontières pour qu'aucune autre puissance coloniale ne prenne possession du territoire. Pour Alexandra David-Néel, ces rencontres sont passionnantes. Mais il lui en faut plus. Elle veut s'élever toujours plus haut spirituellement. En 1914, elle rejoint un ermite dans la montagne du Sikkim, un sage qui vit dans le dénuement. Elle le harcèle littéralement pour vivre avec lui dans une caverne aménagée à flanc de falaise. Les autorités anglaises la préviennent qu'elle ne sera ravitaillée que 2 fois par an, quand les routes sont praticables, au printemps et en automne. Ça n'effraie pas Alexandra. Au contraire, la solitude la grise. Là, dans les espaces enneigés, ses pensées auront de la place pour se développer et étudier la philosophie bouddhique en toute quiétude. Je ne sais pas si l'anecdote que je m'apprête à vous raconter est réelle ou si elle appartient à la légende d'Alexandra. Mais dans un cas comme dans l'autre, elle en dit long sur l'image qu'elle donne d'elle et sur son incroyable détermination. On raconte donc que le lama de la montagne chez qui elle loge l'envoie faire un exercice de méditation. Au cœur de l'hiver, et on parle de l'hiver himalayen, elle doit se déshabiller, plonger un drap dans la rivière, s'enrouler dans ce drap glacé et le sécher par la force de son esprit. Alexandra serait parvenue à sécher 4 draps d'affilée dans ces conditions extrêmes sans même s'enrhumer. 2 ans après son installation dans l'ermitage, en 1916, Alexandra retourne dans la vallée. C'est pour elle un déchirement. Elle écrit poétiquement avoir trouvé la demeure des dieux et sa nostalgie et sa punition divine. Mais elle a d'autres rêves. Elle veut découvrir le Tibet et sa capitale, la cité interdite de Lhasa. Avec la complicité de ses amis du Sikkim, Alexandra David-Néel monte une expédition à la frontière du Tibet, sans l'autorisation des Anglais, vous l'aurez compris. L'exploratrice est subjuguée par la beauté des paysages calmes et enneigés. Là où la terre et le ciel semblent se rejoindre sur la ligne floue de l'horizon. Mais de retour au Sikkim, Alexandra va devoir faire face à une très mauvaise nouvelle. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à l'exploratrice Alexandra David-Néel, retrouvez-moi sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Alexandra David-Néel, l'exploratrice a passé sa jeunesse à rêver de liberté et d'indépendance. Elle trouve de quoi satisfaire sa spiritualité dans le bouddhisme. Elle part à la découverte de l'Asie en 1911, alors qu'elle a déjà 43 ans. 5 ans plus tard,
En 1916, elle s'aventure à la frontière du Tibet sans l'accord des autorités anglaises. Alexandra s'est mise dans l'illégalité pour découvrir ce pays interdit qui la fait rêver. Elle va devoir payer maintenant le prix de son audace. Épisode 2. Au cœur de l'Himalaya. L'expédition à la frontière tibétaine est un éblouissement pour Alexandra David-Néel. Elle garde un souvenir ému des plaines enneigées et des plateaux himalayens. De retour au Sikkim, ce petit pays niché dans l'Himalaya où elle est installée depuis quelques années, elle est attendue de pied ferme par les autorités anglaises. Les archives administratives locales conservent les indications des Anglais à son sujet. Et voilà ce qu'on peut y lire. Si Madame David-Néel refuse de quitter le Sikkim, les Anglais connaissent son sale caractère. Il ne faudra pas hésiter à la faire expulser par la police. Au final, l'exploratrice quitte le pays sans faire trop d'histoire. Elle va poursuivre son exploration de l'Asie en compagnie d'un adolescent, Apur Yongdön, un jeune lama qui lui sert de compagnon de route et de traducteur quand c'est nécessaire. Pendant une année, elle parcourt la Chine, la Corée et le Japon. C'est au pays du soleil levant qu'elle rencontre un prêtre qui lui raconte une expérience étonnante. Cet homme s'était déguisé en moine chinois pour accéder à la cité interdite de Lhasa. Il y a vécu 18 mois incognito. Alexandra trouve ce subterfuge incroyable. Il va traîner longtemps dans un coin de sa tête. En 1818, elle s'installe pour 2 ans et demi au monastère de Kumbum. Même s'il est en plein cœur de la Chine, il s'agit d'un monastère tibétain. Alexandra David-Néel étudie consciencieusement le bouddhisme et apprend à lire le tibétain. Elle est de plus en plus imprégnée par cette philosophie de vie qui lui apporte la paix de l'âme, ici et maintenant, quand le croyant chrétien est soumis à ses passions en attendant le paradis. En secret, elle prépare aussi son expédition à Lhasa avec Yongdön. Voilà le scénario qu'ils imaginent. Ils diront qu'ils sont mère et fils. Ils seront des mendiants habillés comme des Tibétains pauvres. Ils feront route vers Lhasa, tout simplement. Pour cacher qu'elle est occidentale, Alexandra se couvrira le visage de suie et gardera sa capuche sur la tête. Quand ils rencontreront des gens ou mendieront leur nourriture, seule Yongdön parlera. Comme elle ne connaît que le tibétain littéraire, ce qui sera suspect pour les rudes villageois des plateaux, elle restera en arrière derrière Yongdön en égrenant son chapelet et en se faisant passer pour une gentille illuminée. Vous aussi, vous trouvez ce plan complètement fou ? Eh bien, que croyez-vous qu'il est arrivé ? Son plan, aussi délirant soit-il, a fonctionné. Après des mois de marche dans l'Himalaya sans rien, après des jours sans manger, bloqués dans des tempêtes de neige, Alexandra David-Néel arrive au pied de la cité interdite. Elle a 56 ans et elle est sur le point de réaliser son vœu le plus cher. Vue d'en bas, Lhasa est une sorte de forteresse blanche austère accrochée dans la montagne. L'exploratrice est excitée comme une enfant. Elle croit entrer dans le lieu le plus saint du Tibet. À peine franchie les portes de la cité, Alexandra déchante. Oui, il y a bien des sanctuaires, oui, il y a bien des moines, mais il y a aussi plein de commerces et une vie matérialiste trop présente à son goût. Alexandra et Yongdön vont y passer 2 mois avant de reprendre le chemin du Sikkim. Ce n'est pas par hasard si Alexandra veut retourner dans le pays qui l'a expulsée 7 ans plus tôt. Elle veut aller trouver les autorités anglaises et dire qu'elle est entrée sans autorisation à Lhasa. Cette idée la fait jubiler comme une enfant qui confesse un mauvais coup. Une fois au Sikkim, elle se présente devant David MacDonald, un agent anglais au Tibet, et lui tend ses poignets très fière d'elle. Elle demande à être arrêtée pour être entrée dans Lhasa. La scène est théâtrale, mais franchement,
On n'en attendait pas moins d'une femme dont la première carrière a été chanteuse d'opéra. MacDonald réfléchit. Il ne sait pas quoi faire. Alors il l'héberge en attendant des ordres de Londres. Finalement, l'exploratrice est seulement renvoyée chez elle. Elle emprunte sans discuter le train Joujou. C'est comme ça qu'elle appelle la locomotive qui circule sur les pentes de l'Himalaya vers Darjeeling en Inde. Dès son retour à Paris en 1925, Alexandra David-Néel connaît la gloire. Toutes les maisons d'édition lui font un pont d'or pour publier ses mémoires. Voyage d'une Parisienne à Lhasa est un succès de librairie. L'exploratrice vit désormais de ses conférences. Ça rassure son mari qui avait l'habitude de lui envoyer de l'argent au bout du monde dès qu'elle le sollicitait. D'ailleurs, Philippe et Alexandra doivent se rendre à l'évidence. Ils s'adorent, mais ils ne sont pas amoureux. Ils se séparent officiellement. Puis, l'exploratrice adopte Youngdon, qui devient officiellement son fils. Il l'a suivi en Europe. À la même époque, Alexandra achète un terrain à Digne-les-Bains, au pied des Alpes, cet Himalaya pour Lilliputiens, comme elle disait. Elle en fait un sanctuaire personnel, Samtenzong, c'est le nom qu'elle donne à sa maison. Elle y entasse le bric-à-brac qu'elle a accumulé dans ses voyages et surtout sa bibliothèque qui lui permet de continuer à travailler sur le bouddhisme pour écrire ses livres. Mais l'Asie lui manque terriblement. Alors, à 69 ans, elle prend le transsibérien pour retourner visiter les pays de tradition bouddhique. C'est pendant ce voyage long de 10 ans qu'elle apprend la mort de Philippe Néel. Elle est profondément touchée. Elle explique à Youngdon qu'elle a perdu son unique ami. Mais bientôt, c'est la Seconde Guerre mondiale qui impose son rythme à l'agenda d'Alexandra. Elle ne peut plus rentrer en Europe, alors elle continue à arpenter la Chine et à travailler. En 1946, elle a 78 ans. La guerre est terminée. Elle se rend sur une base militaire en Inde pour demander son rapatriement en avion en France. Normalement, les civils n'ont pas à voyager sur les vols militaires, mais parce que c'est Madame David-Néel, la grande exploratrice, on fait une exception. De toute manière, à la base militaire, personne n'ose rien lui refuser. Elle est tellement exigeante et tyrannique. Au matin du vol, le pilote vient la chercher dans son hôtel. Mais Alexandra s'agace. Il est tout seul. Qui va porter ses affaires ? L'aviateur découvre éberlué une quantité improbable de malles et de dossiers remplis de feuilles volantes, même pas ficelées. Mais bon, on ne refuse rien à Madame David-Néel. De retour à Digne-les-Bains, dans son havre de Samtenzong, Alexandra se consacre à l'étude et à l'écriture de ses livres quand un nouveau deuil l'ébranle. Youngdon meurt brutalement à 56 ans en 1955. Alexandra fait brûler son corps en suivant les rites bouddhiques et conserve ses cendres à Samtenzong. 4 ans plus tard, en juin 1959, Alexandra David-Néel se croit à l'agonie. Elle a déjà 91 ans. Elle a toute sa tête, mais elle a besoin d'une dame de compagnie. Elle rencontre Marie-Madeleine Perronnet à Aix-les-Bains. Marie-Madeleine est une jeune femme de 29 ans, débonnaire, tout juste rentrée d'Algérie. Elle a été élevée comme beaucoup de femmes de son temps, pour aider les autres. L'exploratrice lui demande de vite venir avec elle dans sa jolie villa de Digne-les-Bains pour l'aider à vivre ses derniers jours. Marie-Madeleine sera bien. Il y a des roses, un jardin, c'est un paradis sur terre. La vieille exploratrice aux yeux perçants ajoute cette phrase. « Ne me quittez pas, vous verrez, je ne suis pas une ingrate. » La jeune femme accepte cette mission. Ça durera, au plus, quelques semaines. Marie-Madeleine est quand même surprise de voir que la nonagénaire semble aller beaucoup mieux depuis la minute où elle a accepté le poste. 3 jours plus tard, les 2 femmes quittent Aix pour Digne-les-Bains. Arrivée là-bas, le spectacle que découvre Marie-Madeleine Perronnet la laisse bouche bée. Il n'y a pas de villa sublime dans un jardin de roses, mais une sorte de maison branlante dans une jungle impénétrable. Et l'intérieur n'est pas mieux que l'extérieur. La maison est décorée d'improbables objets orientaux. Marie-Madeleine n'a jamais vu autant de choses qu'elle est incapable de nommer.
Des idoles indiennes effrayantes la dévisagent. Et puis la maison est froide, sombre et humide. C'est le paradis des cafards qui courent sur les planchers et des araignées qui tissent leurs toiles dans les coins. Une vieille domestique surgit au milieu de ce capharnaüm cauchemardesque. Elle s'excuse. Madame ne veut pas qu'on tue les araignées. Elle est bouddhiste. Et oui, selon Alexandra, dans le bouddhisme, chaque âme se réincarne là où elle doit être. Au nom de quoi la vie d'une araignée aurait-elle moins d'importance que la sienne ? Après la découverte de Sam Tenzong, Marie-Madeleine pense devoir mettre sa patronne au lit. Il n'en est rien. La vieille dame est fraîche comme une rose. Elle s'assied à son bureau et commence à écrire. Elle ordonne à sa dame de compagnie d'aller chercher des livres. Un tel a une tranche verte et se trouve à gauche de la 3e étagère dans la chambre du fond, et un autre porte un nom en sanskrit imprononçable. Marie-Madeleine en perd son latin. Comment peut-elle retrouver des livres dont elle oublie le titre dès qu'elle a franchi le seuil du bureau ? Alexandra la houspille violemment. Elle est vraiment trop bête pour s'occuper d'elle. Mais Marie-Madeleine ne s'en laisse pas compter et tient tête à la vieille dame. Alexandra n'a pas l'habitude de ça. Elle se calme instantanément et sourit à la jeune femme. À partir de maintenant, elle l'appellera Tortue. Et c'est affectueux. Nous sommes à Sam Tenzong en 1969. Ça fait 10 ans que Marie-Madeleine Perronnet est entrée au service d'Alexandra David-Néel, elle qui pensait y rester quelques semaines tout au plus. L'exploratrice a 100 ans et elle n'a jamais cessé de travailler. Elle taquine sa tortue en lui demandant ce qu'elle dira d'elle après sa mort. Et Marie-Madeleine ne ment pas. Elle jure de dire la vérité sur son épouvantable caractère. Le 8 septembre 1969, Alexandra est grave. Elle sent qu'elle va mourir. Elle jure que ça se sent. Elle demande à Marie-Madeleine de lui mettre ses vêtements de nuit et de l'installer dans le fauteuil dans lequel elle dort. La vieille exploratrice semble divaguer. Elle ne reconnaît plus sa tortue. Elle pense avoir une inconnue en face d'elle. Alors, pour la première fois, elle lui raconte tout le bien qu'elle pense de sa dame de compagnie. Si vous voulez mon avis, c'est le dernier cadeau d'Alexandra David-Néel à Marie-Madeleine Perronnet. Elle était si dure qu'elle était incapable de dire aux gens qu'elle les aimait et elle a trouvé un moyen détourné de lui dire toute sa tendresse avant de mourir. Je suis sûre qu'elle l'a fait exprès. Mais ça restera une hypothèse qui n'est jamais que mon intime conviction. Après la mort de sa patronne, Marie-Madeleine Perronnet prend en main son héritage intellectuel. Elle fait de Sam Tenzong, la maison de Digne-les-Bains, un musée que vous pouvez visiter aujourd'hui. En 1973, Marie-Madeleine ramène le Bouddha offert par le prince Sidkeong à Alexandra au Sikkim où il retrouve son sanctuaire. Enfin, elle disperse les cendres de l'exploratrice et de son fils adoptif dans le Gange, en Inde, au niveau de la ville sainte de Bénarès. Alexandra David-Néel poursuit ainsi son dernier voyage dans le fleuve le plus sacré d'Asie. C'est la fin de ce récit en 2 parties consacré à Alexandra David-Néel, réalisé en partenariat avec Madame Figaro. Pour en savoir encore plus sur cette exploratrice, je vous invite à lire mon article dans ce magazine. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la diffusion et à la communication, Kelly Decroix et Romain Vatillas. Quant à moi, l'auteur de ce récit, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.